Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre émission Question à la une de ce jour s'intéresse à la question migratoire, notamment la vie des migrants telle que vécue par une organisation de la société civile depuis l'Europe. Je nomme RSF. RSF, c'est le réseau Éducation sans frontières basé en France. Une militante de cette structure de passage au Burkina a bien voulu nous parler des activités et autres actions citoyennes qu'elle mène au profit de migrants déjà entrés en France. Il s'agit de Maya que nous recevons dans ce studio. Maya, bonjour et merci pour votre présence à cette émission. Oui, bonjour. Mesdames, Messieurs, merci d'être à l'écoute de Radio Liberté. Tiona Sanogo à la technique et devant ce micro d'Asmane Niangane. RSF, c'est le réseau Éducation sans frontières. Maya, est-ce que vous pouvez nous présenter au mieux cette structure? Cette structure est née il y a un moment, donc ça fait depuis l'époque de Sarkozy 7 ans, et elle est née parce que justement, au début, ils se sont attaqués aux migrants qui travaillaient en France, qui vivaient en France depuis très longtemps, mais qui n'avaient plus de travail. Quand vous dites qu'ils sont attaqués, qui s'est attaqué? L'État. Ok, allez-y. Voilà. Qui n'avaient plus de papier, c'est-à-dire qu'ils ont toujours des cartes de séjour et cartes de travail, et donc les cartes de séjour et de travail, surtout de travail, étaient terminées parce qu'ils n'avaient plus de travail, et ils étaient au chômage. Et ils s'en sont pris à leurs enfants, parce que normalement, ils recevaient l'ordre de quitter la France. Et donc, ils restaient, ces migrants-là, ces réfugiés, bon, c'était plutôt des immigrés à l'époque, qu'on appelait, c'est-à-dire c'est la première vague d'immigration, restaient quand même, avec peu de papier, et donc ils s'en sont pris au début à leurs enfants, et parce qu'ils venaient chercher automatiquement les enfants à l'école. Et il y a eu des scènes où la police est venue chercher les enfants dans les classes, alors que c'est interdit chez nous, que la police rentre dans les classes. Et ça a créé beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions chez les petits camarades de classe, chez les parents d'élèves. Et donc c'est né des parents d'élèves, RSF, et des professeurs, surtout du primaire, du secondaire, qui ne voulaient pas laisser partir ces jeunes parce qu'ils considéraient qu'ils étaient en France et qu'ils avaient le droit de rester en France, quelle que soit la situation de leurs parents. Voilà, c'est né comme ça. Donc c'est né sur l'ancienne vague d'immigration qu'on ne voulait pas laisser partir. Et puis, il y a eu une nouvelle vague d'immigration qui est pas du tout pareille, c'est-à-dire que c'est une vague d'immigration qui n'a pas été importée. La première vague d'immigration a été importée pour du travail qui existait. La deuxième vague d'immigration a été chassée de l'endroit où ils vivaient. Les réfugiés, les migrants ont été chassés de l'endroit où ils vivaient, soit pour des raisons de guerre, soit pour des raisons économiques, sociales. Mais ce n'est pas le désir des employeurs français de les faire venir. C'est différent comme genre d'immigration. Ces migrants sont cherchés où? Alors là, ils viennent de tout. Ils viennent du Moyen-Orient et ils viennent de l'Afrique. Essentiellement Moyen-Orient et Afrique pour le moment. Et arrivé, RSF fait quoi comme travail finalement? Les accueille, essaie de faire quoi? Qu'est-ce que vous menez comme activité au niveau de réseau Éducation sans frontières? Alors, quand ils ont réussi à rentrer en France, ils rentrent donc par les frontières. À l'heure actuelle, italienne et qui est fermée, bon, qui monte maintenant par Briançon, par en haut. Et quand ils sont arrivés jusqu'à Avignon, hein, là où je travaille, ce que RSF fait, c'est de les loger, nourrir, héberger, et ensuite les scolariser et chercher quand même à leur faire déposer un dossier de réfugiés, d'exilés. RSF fait ce travail sans l'aval des autorités françaises? C'est-à-dire, soit jusqu'à présent, on s'est suppléé aux autorités françaises, et maintenant, ça devient un peu difficile avec les autorités françaises. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conflits, et c'est tout un réseau. Il n'y a pas que RESF. C'est tout un réseau, donc on travaille avec la CIMAD, qui est une organisation ancienne de juristes qui a aidé les réfugiés depuis très longtemps. Puis on travaille avec le MRAP, qui est un mouvement contre le racisme. Et à l'heure actuelle, on travaille avec ceux qui sont aux frontières, tous migrants, qui aident à ne pas mourir dans la montagne. Il faut savoir que maintenant, ils passent par les Alpes. Et les Alpes, par exemple, comme en ce moment, c'est vraiment la neige. Il y a peut-être 1 mètre, 1,50 m de neige. Pour quelqu'un qui n'est absolument pas habitué à la montagne, c'est impossible de passer sans mourir.
Est-ce qu'il faut comprendre par là que RSF et toutes ces organisations que vous venez de citer là donnent de l'asile aux migrants? Ce qu'on essaie de faire, c'est que le droit d'asile existe en France, en Europe, et ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'appliquer le droit d'asile. À partir du moment où ils sont arrivés jusqu'en Italie, et qu'ils essaient de passer de l'Italie à la France, et souvent aussi pour aller à Calais, pour aller en Angleterre, parce qu'il y en a qui, de l'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient, veulent aller en Angleterre parce qu'ils ont leur famille là-bas. Nous, la seule chose qu'on fait, c'est de les recevoir dignement. C'est-à-dire, c'est un acte humanitaire, mais à l'heure actuelle, vu que le gouvernement s'oppose au droit d'asile de plusieurs façons, cet acte humanitaire devient un acte plus dangereux, quoi, je veux dire, plus difficile. Oui, restons justement sur ce point précis. C'est-à-dire que le gouvernement voit votre action, je dirais, des encouragements pour la migration, n'est-ce pas? Exactement. Ce qui se passe, par exemple, aux frontières avec tous ces migrants, c'est qu'ils accusent les gens qui sont solidaires, nous on appelle ça des délinquants solidaires, ils les accusent de faire passer les réfugiés. Les délinquants solidaires, c'est une structure ou bien c'est Non, quoi, c'est une appellation parce qu'on nous appelle délinquants. Qui vous appelle délinquants? Le gouvernement. Le gouvernement. Avant, on était délinquants à la vallée de la Roya parce qu'on donnait à manger à des migrants. On leur donnait des boissons chaudes, on leur donnait des vêtements chauds, on les abritait, on était considérés comme des délinquants. Bon, on a obtenu que c'est des actes humanitaires d'assistance à personnes en danger, et donc on n'est plus délinquants pour ça au niveau de la justice. Mais maintenant, ils nous considèrent comme des délinquants à partir du moment où on les fait passer la frontière. Mais c'est faux. On ne les fait pas passer la frontière. Comme ils ne peuvent plus passer la frontière à Ventimille, et donc ils montent jusqu'à Clavières, à Briançon, c'est en face de la frontière italienne et française. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une organisation, et il y avait une organisation à Clavières, dans une église, et on nous l'a reprise, et qui consistait à chausser les gens qui venaient avec des chaussures, des baskets pour passer dans la neige, c'est pas possible. Il y a eu des doigts de pied coupés à l'issue de ça, leur donner des bottes, des manteaux, enfin tout équipé pour la neige. Et ensuite, leur donner des numéros de téléphone que quand ils seront en danger, il faut qu'ils appellent. Ils appellent le côté français. Du côté français, il y a des alpinistes, c'est-à-dire des gens c'est pas n'importe qui affronte la montagne. Des gens qui savent, qui font ce qu'ils appellent, ils appellent ça des maraudes, c'est-à-dire des tournées pour voir s'il y a personne qui meurt dans la neige. En détresse, c'est ça. En détresse. Et donc, quand ils les appellent du côté français, quand ils arrivent du côté français, ils les appellent et ils viennent les chercher. Mais ils ont déjà passé la frontière. Donc ils nous accusent. La frontière entre la France et l'Italie? La frontière entre la France et l'Italie, c'est la montagne. Mais ils ont déjà passé et simplement ils les amènent en sécurité dans le refuge. Alors il y a eu un passage collectif où les Italiens, les Suisses et les Français ont fait un passage collectif et en 2017. Et donc, il y a eu un passage où ils ont passé légalement la frontière en groupe. Et là, il y a eu 7 personnes appréhendées par la police, et des Italiens, des Suisses et des Français qui risquent jusqu'à 10 ans de prison, soi-disant pour avoir fait passer en groupe, en bande, eux ils disent juridiquement, ils ont fait passer des migrants, il y avait une vingtaine de migrants, pas plus, de les avoir fait passer la frontière. C'était symbolique, c'était une action de masse, une action symbolique. Mais en clair, ça veut dire les autorités vous combattent? Ah oui. Vu les actions que vous menez? Oui. C'est depuis 2015, il y a eu Cédric Héroux, qui a été le premier, dans la vallée de la Roya. C'est-à-dire que quand Ventimille était encore ouvert du côté de l'Italie, France, c'est un producteur d'huile d'olive. Le seul crime qu'il a commis, c'est qu'une fois, il a vu le soir 3 femmes érythréennes, dont une enceinte, dans cette vallée, s'engager dans cette vallée, et la nuit on ne peut pas trop passer dans cette vallée, c'est dangereux quoi, même si c'était pas l'hiver. Donc il les a prises et les a hébergées dans sa ferme, et donc ils ont commencé à l'embêter. Ils ont appelé ça un passage.
Bon, et c'était pas du tout un passage, il les a simplement secourus, ces femmes, et après il a continué à secourir d'autres. Il est passé au tribunal accusé de passage illégal de la frontière, et de nourrir, d'héberger et tout ça, qui était un crime à l'époque. Faut voir que c'était un crime. Et puis, il y a eu des pressions, donc il n'a pas été condamné. Et ensuite, il a recommencé, il a fait même une marche avec son réseau jusqu'à Calais. Et ensuite, ils ont essayé de le condamner à 6 mois de prison avec sursis. Bon, et pour le moment, il n'y a pas eu de condamnation, mais sa ferme est entourée d'une unité de gendarmerie, CRS, enfin tout ça, qui l'empêche de travailler, en fait. Il n'arrive pas à aller vendre son huile d'olive et ses salades. Je crois qu'il produit des salades aussi. Il arrive Parce pas que à les autorités craignent que ils ne donnent de l'asile encore à des migrants à l'intérieur. Un mauvais exemple aussi. Un exemple de solidarité que le gouvernement ne veut pas. Il faut voir quand même que notre gouvernement, nous avons financé par exemple un bateau qui s'appelle l'Aquarius à Marseille, qui était pour repêcher des migrants en Libye, parce qu'ils partent dans des bateaux des Zodiacs déjà troués, donc on sait qu'il faut les repêcher assez vite. Et le gouvernement français a enlevé le pavillon avec Panama, a enlevé le pavillon justement de ce bateau. Bon, je crois que ça a été relayé par un bateau allemand, mais la France a instauré un système dans la CEE de Schengen. Et Schengen recule de plus en plus. Schengen, au début, c'était l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Et puis après, ça a reculé vers le Maroc. L'Algérie et la Tunisie n'ont pas joué ce rôle, mais la Libye et la Turquie aussi, pour ceux qui viennent de ce côté-là, du Moyen-Orient. Et maintenant, ils essaient de reculer Schengen de plus en plus loin en Afrique, faire des hotspots. Alors, je sais qu'au Burkina, il y en a un hotspot où ils enferment des migrants pour leur empêcher d'aller en Europe. Parce que ce qu'avait dit à l'époque Sarkozy, c'est l'immigration choisie. C'est-à-dire qu'ils prennent bien des médecins en formation, qu'ils invitent en Europe pour finir leur internat, leur formation, leur spécialisation. D'ailleurs, dans chaque hôpital de petite ville, il y a un médecin africain. Et ensuite, on lui demande de rester, on lui offre des bons postes et tout, et qui devrait se spécialiser, d'accord, mais retourner, il me semble, parce qu'ici, c'est les infirmiers qui souvent occupent le rôle du médecin. Et donc, c'est ça l'immigration choisie. Tel que vous expliquez, c'est-à-dire que les militants, en tout cas des RSF et d'autres organisations là-bas, subissent des tracasseries de la part des autorités. Oui. Il faut comprendre par là que vous ne partagez pas la politique migratoire de votre pays. Non, c'est pas possible. Tout simplement parce que la France, dans sa constitution, dans ses lois, le droit d'asile. Et pourquoi elle ne l'applique pas? Et surtout, ne l'applique pas parce qu'il y a quand même un petit problème, c'est que la France est présente là où il y a des guerres en Afrique, est présente là où il y a des guerres au Moyen-Orient. Donc ces guerres génèrent des réfugiés. Et ces réfugiés, ça a toujours été comme ça, depuis toutes les guerres coloniales, vont dans le pays qui les agresse. La plupart du temps, ça a toujours été comme ça. Bon, parce que ils parlent français. Donc, par exemple, il y a le système dubliné là. Ils devraient, s'ils passent par l'Italie, ceux qui viennent de Libye passent par l'Italie. Ils devraient demander le droit d'asile en Italie. Et donc, mais la plupart ne veulent pas rester en Italie, parce que l'Italie d'ailleurs ne peut pas tous les recevoir. Et ensuite, la plupart qui viennent sont de langue française, donc ils viennent en France, ou alors ils veulent poursuivre en Angleterre. Et ils viennent en France parce que la plupart des jeunes qui nous viennent, il faut voir qu'il y a 50% des jeunes qui nous viennent qui sont mineurs, et la plupart sont des Guinéens. Pour vous, la France contribue à la fabrique du flux migratoire vers les pays européens. Oui. Du fait de la guerre, du fait qu'il n'y a pas de développement, pas de transformation du système, quoi, qui fait que les gens ne peuvent pas se développer ici, ne peuvent pas avoir d'emploi. Par exemple, j'ai l'impression que le pays le plus catastrophique, c'est la Guinée, parce que des enfants partent. Ils disent il ne nous reste plus qu'à nous asseoir ou mourir ou partir. Et quand ils nous arrivent,
ils sont illettrés, ils parlent pas le français, et ils arrivent après 1 an, 18 mois de trajet, souvent des vies comme ça, ils viennent pour aller à l'école. Donc à l'école, apprendre à lire et écrire, c'est ça leur désir. Et de se former, puisque c'est des jeunes de 14, 15, 16 ans. Alors c'est pour ça que c'est une situation, il me semble, assez catastrophique en Guinée. Et il y a une possibilité en France de les recevoir pour ça. Alors finalement, RSF aujourd'hui, Réseau Éducation Sans Frontières et d'autres organisations que vous avez citées, est-ce qu'on peut dire que vous êtes purement dans l'humanitaire, en faveur, bien sûr... Au début, c'était une action humanitaire et on reste dans l'action humanitaire du fait qu'avec la collaboration de l'Éducation nationale, on arrive à scolariser une bonne partie de ces jeunes. Avec les hôpitaux, on arrive à les soigner, mais normalement, ces jeunes, puisqu'ils sont mineurs, devraient être reçus par l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, évidemment, n'a pas beaucoup de moyens, mais ils sont arrivés à faire des tests osseux, à faire collaborer des médecins qui ne le font plus d'ailleurs maintenant, pour dire que des enfants de 15-16 ans sont majeurs, alors que c'est pas possible. On le voit sur eux qui sont pas majeurs. Et comme ça, l'aide sociale à l'enfance peut les mettre dans la rue, tranquillement. Alors, ce qu'on essaie de faire avec les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, c'est que quand ils sont obligés de mettre un jeune à la rue, au moins qu'ils nous le signalent. C'est-à-dire que, parce que le premier que j'ai recueilli, là, Ibrahima, un jeune Guinéen, son histoire, c'était que, il était sur Avignon. Il a été mis à la rue par l'aide sociale à l'enfance d'Avignon. Mais il arrivait à se débrouiller sur Avignon parce qu'il connaissait. Puis après, il passe en jugement pour au QTT, là, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire. Et ils l'ont amené à Nîmes. Nîmes, il connaissait personne. Et à Nîmes, le juge ne l'a pas renvoyé en Guinée parce que c'était la deuxième. Donc, il l'a mis à la rue à Nîmes en plein décembre, en plein hiver chez nous. Donc, ce qu'il a fait, c'est que comme connaissant personne, il commençait à manger dans les poubelles, à dormir dans la rue, il faisait froid à Nîmes, et il a mis 15 jours pour pouvoir retourner à Avignon, où il était plus sécurisé, où il connaissait du monde. Et c'est après, qu'il a connu un musicien, et ce musicien l'a rattaché au réseau. Et donc, on a su qu'il existait, parce que des fois, on sait même pas qu'il existe, puisqu'il se cache. Et désormais, vous prenez en compte... Et après, on les prend en compte. Mais non, ce qu'on aurait voulu, c'était une coopération avec l'aide sociale à l'enfance. Ça commence à venir, pour qu'ils nous disent, voilà, on est obligé de mettre tel jeune à la rue, prenez-le en charge. Au niveau de RSF, alors vu même que vous n'êtes pas en bon lien avec les autorités, ce qui veut dire que vous contribuez à financer, c'est-à-dire que ce sont des financements des militants qui vous amènent à faire toutes ces actions. Comment vous vous organisez? Comment ce financement est Alors, fait? On est organisé comme ça. Il y a ceux qui hébergent et il y a ceux qui cotisent. Il y a des organisations, des associations de 100 pour 1. Et 100 pour 1, c'est des gens qui cotisent, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire le pas d'héberger, mais par contre, ils cotisent. Et avec ces cotisations, on arrive à payer le transport, la cantine des enfants, l'argent de poche, les petits besoins. On arrive à payer ça pour les familles qui hébergent, qui ne sont pas toujours des familles qui ont de l'argent, et qui hébergent, mais eux fournissent donc la nourriture, l'hébergement et contribuent au dossier, c'est-à-dire les déplacements. Par exemple, la CIMAD fournit un avocat. Et cet avocat s'occupe de tout ce qui est la demande d'asile. Mais il faut l'amener. Alors, par exemple, pour faire la demande d'asile, avant, on pouvait le faire sur Avignon, sur Briançon, tout ça. Mais maintenant, ils obligent les jeunes à aller jusqu'à Marseille. Donc, il faut accompagner le jeune à Marseille, l'amener et le ramener, pour pas qu'il dorme dans la rue à Marseille avec tous les dangers que ça signifie, quoi, de rafle. Voilà. Donc, c'est tout ça. Mais on a des associations de 100 pour 1 qui aident. Pour ça, on est assez bien organisé. C'est un réseau, en fait. Vu les actions que vous menez au niveau de RSF et d'autres organisations, on a vite envie de savoir votre compréhension. Quelle est votre compréhension du flux migratoire des Africains vers l'Europe? Alors, c'est quelque chose, comme moi, je suis des deux côtés à la fois. C'est assez complexe.
Et donc, je progresse petit à petit dans la compréhension. Non seulement je vois, par exemple, le Burkina que je connais le mieux, il n'y a pas d'industrie de transformation, très peu, en fait. Et les matières premières partent. Le coton, l'or, d'autres choses aussi que je ne connais pas, même dans l'agriculture. De Bobo, par exemple, il y a des camions entiers d'aubergines, de courgettes, enfin des choses comme ça, de légumes et de fruits qui partent en Europe. Et donc, il n'y a pas beaucoup de transformation, et c'est la transformation qui donne le travail, qui développe un pays qui donne le travail. Il y a ce phénomène-là. Il y a le phénomène à l'heure actuelle qui est de plus en plus visible de guerre. Quand même, Burkina a la guerre aux frontières, mais d'autres pays en Afrique, ça fait longtemps qu'ils ont la guerre. Donc, en fait, c'est des réfugiés politiques. Le Cameroun, par exemple, j'en connais un qui est un réfugié politique. Et je pense qu'il y a ces phénomènes-là. Puis, il peut y avoir d'autres. Nous, on a recueilli une femme de Guinée qui n'avait pas de raison économique d'émigrer, mais elle est venue pour que ses filles ne soient pas excisées. Donc elle a obtenu le droit d'asile pour ses filles, pas pour elle. En général c'est 3 ans, au bout de 3 ans. Elle a obtenu assez facilement, parce que c'est une des causes de droit d'asile. Mais ceux qui sont par exemple qu'ils étudient, ils passent un CAP en 2-3 ans, et au bout de la 3e année, il faut quand même qu'ils aient le droit d'asile pour avoir le droit au diplôme. C'est l'État qui donne le diplôme. Alors s'ils n'ont pas le droit d'asile et qu'ils sont comme ça, ni renvoyés, ni légalisés, ils ne vont pas avoir de diplôme, ils ne vont pas pouvoir travailler ensuite. C'est une situation sans... Vous êtes là en train de donner votre compréhension de la chose et vous dites que non, c'est parce que vous êtes des deux côtés. Vous voulez dire que la compréhension au niveau des populations en France là-bas, même des militants de RSF, tout ça, ce n'est pas la même. Leur compréhension, c'est quoi? Je pense que ceux qui ne sont jamais venus en Afrique pour du travail, les touristes, ils n'apprennent pas grand-chose. Ils ne se rendent pas compte de la situation, et surtout qu'on ne nous dit rien. On ne nous dit absolument rien de ce qui se passe en Afrique. On nous donne une vue misérabiliste de l'Afrique, mais à cause que les populations sont trop illettrées, feignantes ou autres, ou qu'il y a trop de dictateurs, ou il y a trop de corruption, mais on ne nous donne pas une vision juste de ce qui se passe. Et je pense que c'est difficile, en restant en France, en Europe, d'avoir une vision correcte. Et même si on leur dit, ils n'y croient pas. Quand on leur dit ce qui se passe réellement, ils n'y croient pas. Alors que votre compréhension est plus élargie, vous l'avez dit, en plus de ces manques de transformation des matières premières qui partent en Europe. Tantôt, vous êtes revenu même sur, je dirais, les actions, la présence française en Afrique, où le pays intervient dans certaines situations. Vous pensez par exemple que l'intervention française en Libye fait partie de votre compréhension fait partie de ce qui augmente ce flux migratoire? C'est très opaque ce qui se passe en Libye, mais c'est horrible. Et heureusement qu'il y en a moins qui passent maintenant. Donc moi j'ai essayé j'ai pas réussi à avoir des interviews audio des migrants parce qu'ils sont complètement traumatisés, ce qui nous arrive. Mais j'ai écrit leur histoire. Et ce que j'ai remarqué quand même, c'est que un Camerounais politique, un réfugié politique, il est voulu passer par le Maroc. Et beaucoup vont au Maroc. Ensuite, du Maroc, il avait gagné un peu d'argent et il a voulu passer par l'Algérie et la Tunisie. Eh bien, les forces de l'ordre l'ont carrément escorté. Il ne pouvait pas rester dans ces pays-là. L'ont escorté de l'Algérie, la Tunisie. La Tunisie, ils l'ont renvoyé en Algérie. Et ensuite, ils l'ont fait passer par une ville, toujours la même, Gamades ou quelque chose comme ça, en Libye. Quand il est arrivé en Libye avec des camarades guinéens qui s'étaient formés au niveau du voyage, ils ont été emprisonnés tout de suite menottés, emprisonnés et enfermés dans un hangar. Et là, battus et tout. Et au bout d'un moment, ils les ont mis dans des camions-bennes. Même pas des camions, des camions-bennes. Et ils ont roulé vers Tripoli,
Mais c'était pas à Tripoli, c'était au large de Tripoli où il y a un désert, où ils sont un grand marché aux esclaves. Et là sont venus des patrons qui, d'après eux, étaient des tribus bédouines, qui sont venus pour les chercher, pour travailler. Et ils ont travaillé sous ordre d'un homme armé tout le temps. Parce que quand même, ce qui s'est passé quand Kadhafi a été tué, par Sarkozy, enfin pas directement, mais sur l'ordre de Sarkozy, il y a quand même plein de puits de pétrole en Libye, notamment en Benghazi. Et ces puits de pétrole, avant, il y avait du travail pour des Maliens que moi j'ai connus, je leur ai demandé comment ils travaillaient, tout ça, et qu'ils étaient contents de leur travail parce qu'ils avaient le logement, la santé, l'éducation et tout ça. C'est ce qu'on m'a dit beaucoup de Maliens. Et puis, maintenant, ces puits de pétrole, ils existent toujours, à mon avis. La France a certainement voulu aussi de ces puits de pétrole qui ont été donnés à des chefs rebelles des tribus, mais je pense que la France est derrière. Et donc, ils ont toujours besoin de main-d'œuvre, puisque les tribus bédouines, que ce soit en Arabie Saoudite, au Qatar, tout ça, ne travaillent pas. C'est des gens qui commandent, mais qui ne travaillent pas. Donc, ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, à mon avis, ils dévient le flux migratoire au niveau de la Libye, parce qu'ils ont besoin de ces main-d'œuvre. Mais au bout d'un moment, comme ces gens travaillent jusqu'à l'usure, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, et c'est des enfants qui passent là, 14, 15 ans, ils les renvoient sur la côte. Il y a un récit comme ça. Et ils les renvoient sur la côte, qu'ils mettent dans des hangars et en plus maltraités, torturés et tout, jusqu'à qu'ils accumulent un certain nombre de migrants. Et ils les dépouillent de tout. Tout, même des gris-gris, même tout. Et puis ensuite, ils affrètent 100 Zodiacs, mais qui est déjà percé, dans lequel eux ne montent pas. Et justement, celui que je connais, le Camerounais, il est monté dans un de ces Zodiacs à 150. Et il y avait une femme. Et cette femme, elle a été écrasée par les hommes. Lui, il a réussi à la sortir. Et il y avait un jeune qui conduisait. Et le Zodiac même se pliait tellement qu'il y avait de l'eau. Et à un moment donné, il décrit ça. Le Zodiac s'est rempli d'eau, et c'est à ce moment-là que les religieux de toutes les communautés se sont levés pour prier, parce qu'ils étaient en train de mourir. Et bon, je ne sais pas s'il y a un miracle qui s'est produit, il y a un avion qui est passé par là, et qui les a vus, et il y a eu des bateaux marchands qui sont venus les chercher, qui ont envoyé des chaloupes, et ils n'étaient pas très loin, parce qu'ils ont mis encore 2 jours pour regagner Palerme, l'Italie. Donc ils n'étaient pas très très loin des côtes libyennes. Et ils étaient là pour mourir en fait. Ils n'étaient pas là pour passer. Vu toutes ces activités que vous menez au niveau de la France, c'est-à-dire au niveau de RSF et puis d'autres organisations que vous avez citées, est-ce que vous êtes en contact avec des structures africaines pour mieux penser en quelque sorte comment mutualiser vos forces face à la question migratoire? On essaye de faire ici un travail. Je soutiens des fermes agroécologiques qui en même temps sont des fermes écoles, c'est-à-dire que non seulement forment les paysans aux alentours, mais aussi forment des jeunes pour les fixer à la terre, et parce qu'on pense qu'avec la permaculture on peut nourrir le Burkina et on peut même nourrir la planète. C'est l'objet de votre présence au Burkina actuellement? Actuellement oui. Pour appuyer des fermes. Appuyer des fermes agroécologiques, pas n'importe quelle ferme. Hein. Et ces fermes, pour vous, vont créer de l'emploi et ça va, en tout cas, minimiser le flux migratoire. Je pense, oui. Non seulement peuvent créer de l'emploi, mais peuvent créer aussi parce qu'il faut transformer. Ce qu'on produit, ça ne sert à rien de le vendre comme ça. Il faut le transformer. Donc quand on transforme, on a besoin de certaines machines. Donc ça développe la fabrication des machines. Et ensuite aussi, on ne le vend pas transformé directement. On le vend dans des boutiques bio pour faire un peu montrer la différence, parce que c'est une nourriture saine. Et aussi, on crée des restaurants avec Slow Food, qui est aussi une autre organisation qui travaille ici, qui est burkinabé et international aussi. Hein. Et on crée pour retrouver des mets traditionnels burkinabés, qui est aussi la culture. Voilà. Donc c'est toute une chaîne
toute une filière en fait qui crée de l'emploi et qui crée du développement, du vrai développement par la transformation, c'est-à-dire les produits locaux. Au-delà de ces actions que vous menez au profit des fermes, les structures par exemple qui sont également sur ces questions de migration, vous n'avez pas de contact direct pour échanger, je dirais. On aimerait bien, mais bon, à voir justement, parce qu'il faudrait arriver à trouver une solution commune, revendication, une solution commune sur quel est l'intérêt, la vision d'une émigration du côté de l'Afrique et de recevoir en fait les fils de l'Afrique en France et voir comment on pourrait résoudre ce problème et revendiquer ensemble une solution humaine à nos États respectifs. Vous êtes actuellement en Afrique, précisément au Burkina Faso. Si vous avez l'occasion, Maya, si vous avez l'occasion de rencontrer de potentiels candidats à la migration, quel sera votre message à leur endroit? C'est difficile parce qu'on ne peut pas faire de la morale à quelqu'un qui vraiment a envie de partir, mais c'est leur montrer qu'il n'y a pas d'accueil en Europe. Il n'y a pas d'accueil parce que les gouvernements ne le veulent pas. Il n'y a pas d'accueil parce qu'il n'y a pas de travail. Chez nous, le travail est mécanisé. Donc, il y a du chômage, y compris dans la population française et surtout immigrée, même si elle est française, mais bon, elle est toujours considérée comme immigrée. Donc, il n'y a vraiment pas de possibilité de travail. Et il y a surtout une possibilité d'aller manger dans les poubelles en France et de mourir dans la neige. Bon, et c'est ça que j'essaie d'expliquer, que s'ils ont un petit travail ici, il faut qu'ils restent ici. Ce qui serait bien de trouver, mais on n'a pas trouvé cette solution, c'est une migration légale. Une migration légale, par exemple, pour se former. Il y a des possibilités de formation en France. On trouve assez facilement des places à l'éducation nationale pour nos migrants. Et même dans les centres de formation professionnelle, et même des employeurs qui ont voulu prendre, par exemple, dans le cas d'un chaudronnier, qui les Français ne veulent pas faire, mais l'État s'est opposé. Donc, si on arrivait à obtenir une migration pour une formation légale et ensuite retourner au pays pour créer justement un développement au pays, mais ça, c'est un accord entre deux États. Et c'est tout pour ce numéro de questions à la une. Merci à vous, Maya. Merci. Je rappelle que Maya est militante du réseau Éducation sans frontières basé en France et qui s'intéresse à la question migratoire. De passage au Burkina, vous avez bien voulu nous accorder un peu de votre temps pour parler de l'épineuse question de la migration. Merci pour ces instants. Auditeurs, auditrices, merci de nous rester fidèles. À très bientôt pour un autre numéro de questions à la une sur Radio Liberté.